On repart les amis, on repart avec François Lévesque, professeur d'économie, on peut vous présenter comme ça. Professeur d'économie, économiste, d'économie, bien sûr. Ah, économiste ou professeur d'économie, c'est pas la même chose, François? Ah bah je suis chercheur en économie et professeur d'économie. Professeur d'économie, les entreprises hyperpuissantes. Alors donc on va parler de ce phénomène dont tout le monde parle, voilà, hein, les entreprises hyperpuissantes. Fallait écrire un bouquin sur les entreprises hyperpuissantes et on va en parler ensemble parce que il y a des choses que j'ai adorées, il y a des choses que j'ai apprises et il y a des choses qui m'ont énervé, mais à un point. Ah bah voilà, épatant. Vous imaginez pas, ça me met hors de moi en fait. C'est pour ça que vous avez renversé du café sur mon livre. C'est pour ça que j'ai renversé du café sur le livre. Pourquoi est-ce qu'on met de la morale dans l'économie, François? Pourquoi? Alors, tiens, c'est la question que je pose aux professeurs d'économie. Pourquoi cette obsession de ceux qui décrivent les mécaniques à un moment de nous dire c'est bien ou c'est mal? Eh bien, vous ne trouverez pas cette obsession dans ce Si, livre. François, Non, François, c'était à un les moment vous dites passages. c'est mal. Non, à un moment, vous très dites... peu. Pourquoi? d'ailleurs- Je fais partie de ces économistes qui cherchent à comprendre le monde, à comprendre les tendances et non pas à donner des leçons. Et donc, c'est très rare de ma part, et vous m'entendrez très rarement prononcer « il faudrait faire ça »,« on doit faire ça »,« le gouvernement devrait faire ça »,« les consommateurs devraient faire ça »,« les autorités de la concurrence devraient faire ça ». Donc, je suis extrêmement peu moralisateur, mais retrouvez cette seule phrase peut-être dans le livre où... Non, alors, d'ailleurs, je le dis pour dis ceux... c'est mal. Parce que vous allez être passionné par le sujet de ce bouquin, puis passionné par l'interview qu'on va faire ensemble. Vous allez commencer à le lire, commencer l'introduction, et si vous aimez Bismarck, si vous êtes un petit peu comme moi, on va dire, dans le camp aujourd'hui des néo-ultra-libéraux, alors l'introduction va vous énerver. Mais en fait, l'introduction ne correspond pas forcément à la suite du bouquin. Voilà, je vais le dire comme ça. Votre introduction, en gros, vous dites très clairement... Alors, allons-y. Allez. Commençons par définir l'objet, hein, en bon scientifique. Qu'est-ce qui caractérise... Parce que dans l'introduction, vous parlez autant d'Amazon que d'IKEA. Mais bien sûr, Mais j'ai parce pas que l'impression qu'IKEA soit une entreprise hyper puissante aujourd'hui. c'est une entreprise hyper puissante. Imaginez d'abord, allez chez vous, allez chez des amis, est-ce que vous verrez des produits qui ne sont pas IKEA? Donc, premier trait des entreprises hyper puissantes, c'est l'influence de ces entreprises dans nos vies quotidiennes. Très juste. IKEA est aujourd'hui présent dans plus de 150 pays. IKEA a une importance même au niveau familial. La boutade serait de dire n'allez pas avec votre femme chez IKEA parce que vous sortez et vous divorcez. Donc c'est une entreprise hyper puissante par son chiffre d'affaires. Je ne m'intéresse qu'à des entreprises milliardaires, par son niveau de profit, parce que il y a des entreprises milliardaires qui ne sont pas hyper puissantes parce qu'elles perdent de l'argent, parce qu'elles ne sont pas productives, parce qu'elles ne sont pas innovantes. Les entreprises hyperpuissantes sont des entreprises incroyablement efficaces et qui sont des très grandes entreprises et évidemment des multinationales. Donc IKEA est une multinationale, c'est une superstar. Et voilà, et elle influence la vie de tout le monde. Vous avez une autre caractéristique, mais avant, alors j'ai découvert, moi je ne vais pas la prononcer en japonais, mais YKK, j'ai été évidemment regardé. Allez regarder sur les fermetures éclairs que vous avez sur vos vêtements, c'est ça qu'il faut Absolument, faire. YKK, c'est l'entreprise japonaise qui est à la tête de près de la moitié de la production mondiale de fermetures éclairs. C'est complètement dingue ça. Mais la moitié du marché, oui mais... La moitié du marché, une entreprise détient la moitié du marché de la fermeture éclair. Il n'y en a pas beaucoup de ces entreprises. Là on est en plein procès Apple par exemple. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui ont la moitié du marché. Amazon n'a pas la moitié du marché de l'e-commerce. Oui, mais n'oubliez pas cette question que je laisserai volontiers à mes amis juristes du marché pertinent et du découpage du marché pertinent. La moitié du marché, comment vous délimitez le marché? Voilà. Coca-Cola, à un moment, disait « mais je ne suis pas dominant. Regardez, j'ai à peine 1% du marché des boissons qui désaltèrent. » Et donc, y compris l'eau du robinet. L'eau, ouais. Ouais, parce qu'ils prenaient... Non, mais attendez, parce que là, c'est important. Avec Amazon, on n'en est pas là. Mais ce que vous dites, l'une des caractéristiques passionnantes, c'est que vous dites ces entreprises, en fait, sont aujourd'hui hyper puissantes. Et à la différence des conglomérats des années 80, par exemple, on va dire General Electric, elles continuent à creuser l'écart. Voilà, c'est-à-dire que, là, si vous voulez, de tout temps, il y a eu des entreprises qui réussissaient plus que d'autres. Là, rien de nouveau. Ce qui est nouveau depuis plusieurs décennies, c'est un écart croissant entre les entreprises qui réussissent, ces entreprises superstars, et les entreprises ordinaires. Un écart croissant en termes de gains de productivité, en termes de niveau de profit, en termes de part de marché, en termes d'investissement en R&D, en termes même de salaire moyen. Donc les écarts se creusent entre ces entreprises du haut du tableau et les entreprises ordinaires. Et elles se creusent, et alors il faut que vous... Alors là, c'est le professeur d'économie qui doit nous donner un petit cours sur la concurrence et sur la concentration.
C'est très très intéressant. Alors en plus, c'est votre tweet. Ah, il faut que je retrouve le titre. Alors, je me souviens de Schumpeter évidemment, mais qui est contre Schumpeter? Ah oui, c'est Proudhon. Proudhon, voilà. Proudhon contre Schumpeter. Racontez-moi un petit peu comment, en fait, la concurrence crée la concentration. Eh bien, Schumpeter avait une vision qui était, de toute façon, les entreprises qui obtiennent un monopole par le mérite, eh bien, elles finissent par se faire déloger parce qu'à un moment donné, elles innovent pas suffisamment, elles adoptent un comportement rentier, et puis voilà, il y a les innovateurs à la porte, et puis certains réussissent à déloger les entreprises. Pensez à Nokia, par exemple, pensez à Yahoo, pensez à plein d'entreprises qui ont été délogées. Donc ça, c'est la vision de Schumpeter. General Electric, c'est quand même un conglomérat de dingue des années 40. Voilà, donc des entreprises qui déclinent, parce qu'elles sont disruptées, c'est ce qu'on dirait maintenant. Donc, voilà la vision de Schumpeter. Donc vous avez des monopoles, mais ils sont temporaires, parce qu'il y aura des nouveaux entrants qui finiront par vous déloger. Donc Amazon, eh bien, dans 10 ans, sans doute, serait en déclin, selon Schumpeter. Et puis vous avez Proudhon qui, lui, raconte à une phrase... Vous savez, donc le révolutionnaire anarchiste, hein, voilà, c'est bien de lui dont on parle. Hein. Voilà, et celui qui, dont la formule célèbre est « la propriété se le vole ». Eh bien, il y a une autre formule célèbre, ou en tout cas qui tilte de Proudhon, c'est la concurrence tue la concurrence. La concurrence tue la concurrence. Eh bien, ça veut dire que ces entreprises hyperpuissantes, peut-être, si c'est Proudhon qui gagne contre Schumpeter, ne seront pas délogées, ou en tout cas ne seront pas délogées avant un moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a de telles barrières à l'entrée. Elles ont fini par illuminer la concurrence. Donc, la concurrence qui a fait émerger Google, qui a fait émerger Amazon, qui a fait émerger toutes ces entreprises, des titans ou des géants, eh bien, cette concurrence, elle finit par mourir parce que les inefficaces, ces entreprises hyperpuissantes sont des superstars. Elles réussissent, elles sont productives, elles ont une efficacité absolument formidable. Regardez la logistique d'Amazon. Eh bien, cette efficacité les protège évidemment de concurrents. Donc elles ont éliminé les concurrents et voilà, donc il faut attendre. Est-ce que c'est Proudhon qui a raison ou est-ce que c'est Schumpeter ? Est-ce qu'il n'y a pas une grande différence par rapport justement à ces conglomérats ? Je me dis, alors d'abord, par rapport, j'ai noté Compagnie des Indes, Standard Oil, IBM, elles n'ont pas eu une puissance comparable à leur époque ? Non, parce que la grande différence, c'est la globalisation. C'est-à-dire, il y a eu des entreprises, surtout dans les matières premières, et puis quelques conglomérats, qui avaient une emprise mondiale. C'est-à-dire, elles avaient investi dans tous les pays, leurs produits étaient disponibles dans à peu près tous les pays de la planète. Aujourd'hui, quel que soit le secteur, on parlait d'IKEA, même dans l'ameublement, vous avez une entreprise qui a conquis l'ensemble de la planète. Donc la différence, c'est que, quels que soient les secteurs, Lego, voilà, une entreprise danoise qui fabrique des briques, eh bien, vous la trouvez en Chine. Les jeunes Chinois jouent au Lego. Elle, hyper puissante, Lego, aujourd'hui. C'est une entreprise extraordinaire. Beaucoup plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Elle est disruptée par l'imitateur canadien là, qui s'appelle Megablock. Mais parce que vos enfants sont devenus trop âgés et ne jouent plus au Lego. Regardez à quoi jouent les enfants. Elle a pris sa revanche sur Megablock, vous avez raison en plus. Et en plus, effectivement, il y a quand même des hauts et des bas. Mais Lego a réussi à sortir par le haut depuis est-ce qu'il y a plusieurs années. Un élément important, justement, c'est que ce sont toujours des fondateurs qui sont à la tête. C'est-à-dire, en fait... alors, ok, c'est plus Steve Jobs, mais enfin, c'est Tim Cook finalement, c'est pareil. Larry Page, Sergey Brin, ils sont toujours là. Jeff Bezos, ok, il s'est retiré, mais il est toujours là. C'est ça qui maintient, non, la dynamique assez invraisemblable, je l'avoue, de ces entreprises hyperpuissantes. Alors pour les titans, oui, parce que dans mon livre paru chez Lee Jacob, je distingue les titans qui sont les grandes plateformes numériques. Je peux vers la pub aussi. Les grandes plateformes numériques globales, donc évidemment Facebook, Google, mais aussi les Chinois et aussi, pourquoi pas Spotify aussi en Europe. Et donc les grandes plateformes numériques globales, d'une part, qui sont les titans et les géants, qui sont les entreprises technologiques ou non. On a parlé de Lego, on a parlé d'IKEA. Et donc la distinction est importante et notamment les titans, comme dans la mythologie grecque, eh bien les titans, les plateformes numériques globales, elles sont encore plus arrogantes, elles sont encore plus puissantes. Et vous à leur voyez tête, arrogante, vous voyez qu'on arrive à la morale. À leur tête, c'est un fait. C'est un fait que Mark Zuckerberg est arrogant. C'est un fait que Jeff Bezos est arrogant. Mais j'en sais rien, moi. Arrogant dans le sens où ils sont très contents et très satisfaits de leur puissance. Et ils sont prêts à défier le Sénat américain lors d'auditions. Et si vous voulez, les titans, pourquoi ? Parce que les titans, dans la mythologie grecque, sont immortels. Et donc, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos ou d'autres, eh bien, se voudraient immortels pour aller, ils pensent aller sur Mars, pour
atteindre l'immortalité. Ils font des investissements, les Mais fondateurs. non, Elon Musk, les s'il veut aller sur fondateurs Mars, de c'est pour Google. nous, justement, Oui, c'est oui, pour nous oui. tous. Mais lui est Mais prêt. on ne peut pas être une civilisation monoplanétaire. J'adore, Voilà. mais j'adore ces gars-là. Mais il pense évidemment à lui et il n'a pas tort. Et les deux fondateurs de Google ont investi sur leur propre denier des sommes absolument colossales pour reculer l'âge du vieillissement. Et ça les intéresse. Donc, attends, j'y vais, François. Beaucoup des éléments, en fait, que nous apportent ces entreprises améliorent le bien commun. Évidemment. Et considérablement. Ah bah alors, est-ce que vous pouvez raconter, parce que vous n'êtes pas non plus obligé de... Je ne sais plus qui disait, un bouquin qu'il avait écrit, et il disait, oui, celui-là, je l'ai lu. Je crois que c'était un entraîneur de football. Tout ce que vous racontez sur les mariages que je ne savais pas. Ah, les sites de rencontres. Mais voilà, les sites de rencontres sont un bienfait pour l'humanité. Pourquoi sont un bienfait pour l'humanité? C'est que sans les sites de rencontres, eh bien, les probabilités de rencontres se font dans le cercle familial ou dans le cercle religieux ou dans le cercle communautaire. Donc, avec les sites de rencontres, vous pouvez toucher des personnes et rencontrer des personnes au-delà de ces cercles. Et on observe que grâce aux sites de rencontres, vous avez une augmentation du nombre de mariages entre personnes de religions différentes. Vous avez une augmentation du nombre de mariages entre personnes de couleurs différentes. Alléluia! Alléluia, absolument. Et des mariages qui durent plus longtemps. Et des mariages qui durent plus longtemps. Des travaux économétriques ont mis en évidence que les gens qui se sont rencontrés à travers ces sites, eh bien, connaissent un taux de divorce inférieur aux gens qui se sont rencontrés dans leur communauté. Mais bien sûr que Amazon, bien sûr que Apple, bien sûr que ces titans, bien sûr aussi qu'IKEA apportent des choses. Et ça, ils font partie des bienfaits de la globalisation. Mais ce qui vous inquiète, en fait, c'est qu'elles ont des vocations totalitaires. Alors, il y a un petit dialogue entre le consommateur et Alexa d'Amazon. Donc, le consommateur, ouvrez les guillemets, affalé sur son canapé. Par ça, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas de brise. Alexa, commande-moi une pizza. Alexa, Pizza Hut ou Domino's Pizza? Et là, vous dites, c'est le problème, parce que Alexa ne va pas aller recommander la petite pizzeria du coin. Absolument. Le consommateur dit Pizza Hut. Margarita avec des capres, comme d'habitude. Le consommateur soupirant, parce que ça va de soi, tu me fatigues, Alexa. Oui, moyenne ou grande? L'algorithme n'a pas encore su se repérer le format désiré, car le client varie dans ses choix de façon trop aléatoire. Sauf que, François, c'est exactement le contraire qui se passe. Deliveroo, Uber Eats nous ont en fait ouvert une masse de restaurants considérable. Absolument. À laquelle on n'aurait jamais pensé. Et Amazon nous a ouvert un nombre de fournisseurs absolument incroyable. Absolument considérable. Mais je ne suis pas inquiet. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi ces entreprises très puissantes deviennent trop puissantes. D'où vient cette perception? C'est ça, le Pourquoi point de bascule. trop puissantes? Le point de bascule. Je ne porte pas un jugement de valeur. Il n'y a pas de morale. Il y a un essai de compréhension de ce point de basculement. Pourquoi le très grand qui a été vanté? Et pour juste raison, parce que, écoutez, les entreprises qui commercent, ce sont les entreprises qui commercent et ce ne sont pas les États. Donc les bienfaits de la globalisation, c'est grâce aux entreprises hyperpuissantes. Et un des bienfaits de la globalisation, c'est de faire qu'il y ait des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté. Et ça, c'est grâce aux entreprises hyperpuissantes. C'est grâce à ces multinationales. Et donc je ne suis pas en train de vous dire... Alors je ne l'ai peut-être pas lu avec assez de... Si. Mais alors justement, mais effectivement, le livre ne reprend pas cette antienne sur les bienfaits de la globalisation. Tout le monde connaît les bienfaits de la globalisation. Tous les économistes. Exactement. Je suis économiste, donc je ne suis pas protectionniste, disait Tobin, qui était très chagriné que la taxe Tobin porte son nom. François, il est où le point de bascule? Justement, quand le très grand devient trop grand. Le très grand devient trop grand, quand la concurrence s'érode. Quand, effectivement, on ne voit pas comment il pourrait y avoir des nouveaux entrants, comment la position de Google ou d'Amazon pourrait être contestée. Donc là, c'est l'inquiétude des autorités de la concurrence. Et donc là, c'est à la puissance publique d'agir? Donc là, c'est la puissance économique qui menace la concurrence et c'est le droit de la concurrence à intervenir.
Cette puissance économique, c'est aussi plus une entreprise est puissante d'un point de vue économique, plus elle est puissante d'un point de vue politique, à travers l'influence qu'elle exerce sur les élus, sur les gouvernements. Et plus elle est puissante d'un point de vue politique, plus sa puissance économique va être renforcée. Ça s'appelle le lobbying et l'influence. Donc là aussi, c'est une inquiétude. Je ne dis pas que je suis inquiet, je dis que c'est une inquiétude. Parce que et c'est le passage vers le trop puissant. Je vous tutoie. Et c'est le feu de la discussion. Vous admettez que ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui, bien au contraire. Aux États-Unis, Ils s'en prennent plein la poire. Depuis quand? L'ensemble de ces titans. Depuis quand? Depuis 2-3 ans. Et voilà, depuis 2-3 ans. Le point de bascule est là. Le point de bascule est là, c'est-à-dire le très grand qui a été loué, le très grand qui était le rêve californien, eh bien, ce très grand est perçu comme trop grand à cause du risque de concurrence, perçu comme trop grand quand vous avez une entreprise qui veut frapper sa propre monnaie, ou quand vous avez, comme Facebook, ou quand vous avez une entreprise comme Microsoft qui a plusieurs centaines de personnes qui font de la diplomatie, et qui cherchent à influencer, qui font de la politique étrangère, ou quand Facebook a une espèce de cour suprême, et donc qui sont le trop puissant, c'est par l'influence politique. Et enfin, le trop puissant, c'est parce que cet écart entre les entreprises hyper puissantes et les autres creuse les inégalités de revenus. Elle creuse les inégalités salariales et elle creuse... Oui, voilà. alors vous dites ça. Alors, les politiques sont préoccupés. C'est intéressant, creuse les inégalités de revenus. Alors c'est vrai aux États-Unis où l'investissement boursier peut être effectivement très important. Absolument, c'est le cas aux États-Unis, bien sûr. Oui, voilà, mais seulement aux États-Unis en fait. C'est beaucoup moins aux vrai. États-Unis, au Royaume-Uni, dans les pays anglo-saxons, pas en France, parce qu'en France, on a un système redistributif d'une force absolument colossale. Et d'autre part, en France, on n'a pas les placements, ils se font dans la pierre, ils ne se font pas en bourse. C'est la bourse, ça, François. C'est-à-dire, si effectivement un jour Amazon est disrupté, par exemple, l'effondrement de l'action, à ce moment-là, personne ne viendra dire que l'ensemble de ceux qui avaient parié Amazon sont sauf que si vous avez un portefeuille, vous êtes relativement diversifié, et que si vous avez un bon conseiller de clientèle, eh bien, il vous aura dit, attention, Amazon va se faire disrupter par machin, et vous allez acheter des actions de machin. Alors, la monnaie, vous l'avez dit, c'est très intéressant. Donc, d'ailleurs, vous parlez, mais je crois que c'est plus le Libra maintenant, ils ont un nouveau terme. Non, ils ont gardé le terme, mais en tout cas, ça ressemble plus à une monnaie telle qu'était rêvée par Mark Zuckerberg. Voilà, mais je crois qu'ils ont un nouveau nom. Et là, c'est le moment où de bascule, oui, voilà, aux États-Unis, oui, voilà. Attention. Mais où l'ensemble des États, à un moment, ont tapé du poing sur la table, non? L'ensemble des États, point de basculement, autre point de basculement, mais récent. Mais pas tant que ça, finalement, si on regarde les choses avec un regard plus élargi. C'est la fiscalité, la taxation des multinationales. L'OCDE travaille depuis 10 ans, l'Europe travaille depuis 10 ans pour taxer les multinationales. Et les États-Unis, grâce à l'élection de Joe Biden, ont enfin décidé de suivre le mouvement. Et donc, on va avoir un niveau de fiscalité des multinationales égal au moins à 21%, donc un niveau plancher de taxation. Et donc, d'une certaine façon, c'est la fin des paradis fiscaux. Vous voyez le point de bascule, c'est-à-dire que là, vous avez des grands États qui disent ça suffit. Ça suffit de ne pas payer d'impôts sur les bénéfices, ça suffit... puis de se retrouver avec des... C'est-à-dire qu'ils se sont eux-mêmes tirés dans le pied des programmes de rachat d'actions. Je regardais ça récemment avec les annonces de Google, 50 milliards de dollars sur le trimestre. 50 milliards de dollars sur le trimestre. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Voilà. Donc, l'État est légitime à se dire... Et donc, le point de bascule est là. Donc, un effet économique, une crainte économique de la part des États, un effet évidemment politique. Et puis, si on prend les titans, donc ces grandes plateformes numériques, il y a évidemment des craintes et des inquiétudes du fait de leur emprise sur nos vies quotidiennes et des inquiétudes en termes de démocratie, y compris aux États-Unis. C'est là où je... Non, mais des inquiétudes. Mais regardez les États, et c'est la thèse, les États reprennent la main. Je savais qu'avec vous, on aurait pu parler 1 heure, et malheureusement, on n'a que 20 minutes. Ce qui se passe en Chine, là, parce que là, c'est Jack Ma, ça y est, boum, le truc est tombé, le coup près est tombé. Notamment d'ailleurs sur Ant Financial, c'est-à-dire un peu comme pour le Libra, sur les filiales financières. C'est là où ça tape. Ce qui se passe en Chine, ça prélude en 1 minute de ce qui va se passer en fait partout dans le monde. On va les désosser, on va les... C'est plutôt que la Chine y arrive aussi. C'est-à-dire que la Chine aussi arrive à ce mouvement déjà entamé aux États-Unis et en Europe de reprise en main des titans et des entreprises hyperpuissantes. C'est une reprise en main par les grands États de ces entreprises qui, pour les grands États, sont allés trop loin. Ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, les entreprises hyperpuissantes. Non, mais elles vont être démantelées, vous croyez ? Non plus. Non,
Non. Non. D'accord. Non. Peut-être en Chine, parce que là, le Parti communiste est capable, n'a pas besoin de juristes et de Cour suprême. Aux États-Unis, sûrement pas. Sûrement pas. Le droit de la concurrence, aux États-Unis, il y a un droit de la concurrence qui est extrêmement favorable au monopole, dans le sens où c'est très difficile de démontrer qu'il y a eu un abus de monopole aux États-Unis à cause de la jurisprudence. Et donc, s'il n'y a pas de changement de loi, nos amis Facebook, Google et Amazon et consorts, eh bien... Et Tinder. Voilà, resteront parmi nous et ne seront pas coupés en morceaux. Merci François. François Lévesque, donc allez-y les amis. Les entreprises hyper puissantes, comme il l'a dit lui-même aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Pour une somme modique. On continue Bismart.